Voyager en avion était autrefois un événement. Les gens montaient à bord des avions vêtus de leurs plus beaux habits, de leurs plus beaux costumes, s'asseyaient dans des sièges avec beaucoup d'espace pour les jambes et savouraient vraiment l'occasion de s'envoler d'une destination à l'autre. Aujourd'hui, prendre l'avion est devenu, ironiquement, banal. Certaines personnes apprécient encore le miracle du vol, mais la plupart le voient comme un simple trajet en autocar Greyhound. Pour l'homme d'affaires, avec son bagage à main soigneusement préparé et son téléphone rempli de podcasts d'actualité pour passer le temps, c'est exactement ce qu'il ressent. Prendre l'avion est une corvée, une chose à laquelle il préférerait ne pas avoir à faire face. Mais malheureusement, il n'a pas le choix, pas s'il veut rester l'employé le plus précieux de son entreprise, celui qui ne refuse jamais une demande de son patron. Il s'est bâti la réputation d'avoir l'esprit d'équipe, soit quelqu'un prêt à accepter tout ce que l'entreprise demande, même si c'est ennuyeux, agaçant ou épuisant. Cela l'a mené loin, et alors qu'il vise une promotion doublant son salaire, il n'est pas prêt à abandonner cette habitude. Le voilà donc, sortant de son taxi à l'aéroport international, prêt à embarquer pour le plus long vol de sa vie, 20 heures sans escale, direction l'Australie pour une conférence. Personne ne voulait subir le décalage horaire, les crampes, la claustrophobie. Bien sûr, l'homme d'affaires trop serviable s'est porté volontaire. Il fait rouler sa petite valise, conforme aux dimensions cabine, pour éviter qu'elle ne soit égarée en soute et se retrouve sans costume à la conférence, puis entre dans l'aéroport. Il a déjà fait cette routine des dizaines de fois, et c'est à peu près toujours la même chose. Il a optimisé cette routine pour la rendre rapide, pratique et le voyage plus fluide, tout en minimisant le stress. Il imprime sa carte d'embarquement, finit son café, jette le gobelet et rejoint la file de pré-contrôle. Ce gars-là n'a pas à attendre des heures au contrôle de sécurité. Attends, pourquoi la file pré-check est bloquée? Non, cet aéroport n'a pas de pré-check. L'homme d'affaires soupire profondément, se pinçant l'arête du nez le temps de rassembler ses pensées. Ça va, ça va. Il peut prendre la file normale cette fois. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Il n'est pas en retard. Il a le temps de prendre son vol, regarder des films médiocres, dormir et se réveiller à l'autre bout du monde. Résigné à son sort, l'homme d'affaires rejoint la file de contrôle de sécurité pour les gens ordinaires qui n'ont pas pris la peine de payer pour le pré-check. Tout va bien, tout va bien. La journée se déroule encore en grande partie comme prévu. Ou du moins, c'est ce qu'il croit. Alors que la file avance lentement, l'homme d'affaires aperçoit d'autres problèmes plus loin. Super, ils installent un nouveau scanner corporel actuellement. Il peut voir l'ingénieur? Quel que soit son titre, il finit l'installation. Pas étonnant que la file soit si longue. C'est la cerise sur le gâteau d'un dimanche très agaçant. Mais il est trop tard pour faire marche arrière maintenant, pas sans risquer sa promotion, voire même son emploi. Mieux vaut le prendre à la légère et continuer. Peut-être prendra-t-il une barre chocolatée à la porte d'embarquement, une douceur qui apaise toujours le stress du voyage. La file avance plus régulièrement et l'homme d'affaires sent la tension dans sa poitrine retomber et ses muscles se relâcher. Ça y est, c'est mieux comme ça. Il enlève ses chaussures et les tient dans ses mains, debout dans la file en chaussettes. Cela paraît peut-être ridicule, mais c'est le moyen le plus efficace de passer la sécurité. Après ce qui lui paraît une éternité, vient enfin son tour au contrôle de sécurité. Souriant, il met ses chaussures dans un bac à côté de son bagage à main, puis les pose tous les deux sur le tapis roulant. Un agent de la TSA lui fait signe d'entrer dans le scanner corporel. Il se met en position, les mains au-dessus de la tête, et attend le signal pour passer de l'autre côté. Mais le signal ne vient pas. L'agent de la TSA lève la main, faisant signe à l'homme d'affaires de rester où il est. Il essaie de demander ce qui pourrait causer le retard, mais personne ne lui répond. Ça doit être un dysfonctionnement de la machine. Parfait. Il pousse un autre profond soupir, puis, juste derrière son oreille droite, il entend une voix. Journée difficile, mon pote. L'homme d'affaires jette un coup d'œil par-dessus son épaule, s'attendant à voir un agent de la TSA debout derrière lui. Mais il n'y a personne. Le stress de sa pire journée à l'aéroport lui a-t-il fait halluciner? Il l'entend de nouveau. Et tu es là? On dirait que tu as eu une mauvaise journée. Il y a peut-être un haut-parleur intégré dans le scanner pour une raison ou une autre. C'était un peu stressant. Je me sentirais mieux dans l'avion. Tu voyages? C'est sympa. Où vas-tu? En Australie. C'est pour le boulot. Je ne suis pas particulièrement enthousiaste, mais le patron va adorer, alors bon. Je t'ai entendu, mon ami. Tu pourrais me rendre un service? Je suppose que oui. Peux-tu me dire où je suis? Je viens de me réveiller et je ne vois rien. Je ne ressens rien non plus. Il n'y a que de l'obscurité, et ça me fait un peu flipper ici.
L'homme d'affaires observe la zone, mais personne ne fait attention ni n'entend la voix. Est-ce parce qu'elle se perd dans le brouhaha des conversations de l'aéroport? Ou simplement parce que c'est dans sa tête? Nous sommes à l'aéroport. L'aéroport? Comment j'arrive à l'aéroport? Écoute mon pote, j'ai besoin que tu m'aides à sortir d'ici. Ma femme, ma fille, ils vont me chercher. Je ne sais pas depuis combien de temps j'ai disparu. Il faut que je rentre chez moi. Tu peux m'aider? En privé, l'homme d'affaires pense qu'il n'a vraiment pas le temps pour ça, mais à voix haute, il dit « Bien sûr ». C'est juste que je ne sais pas vraiment où tu es, ni comment tu me parles à travers ce truc de scanner. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis juste ici. Je parle avec ma bouche. Non, ce n'est pas le cas. De quoi tu parles, bon sang? L'homme d'affaires perd patience. Il sent que quelque chose cloche dans cette situation. Personne ne devrait lui parler via le portique de sécurité cassé. La TSA devrait le laisser passer et il devrait déjà être à sa porte d'embarquement. Ses griefs accumulés finissent par sortir de sa bouche. « Je n'ai pas le temps pour ça !» crie-t-il. Un agent de la TSA se tourne pour le regarder. « Je vous assure, monsieur, nous faisons le maximum pour résoudre le problème rapidement. Inutile de crier, dit-elle. La voix dans le scanner, autrefois basse et conspiratrice, devient maintenant plus forte et désespérée. Vous devez m'aider, s'il vous plaît. Ma famille. Il faut que j'aille voir ma famille. Pourquoi je ne peux pas voir? Pourquoi je ne peux pas bouger? J'ai mal. J'ai mal. Tu ne comprends pas? J'ai mal. Ces mots sont criés à l'oreille de l'homme d'affaires. Arrête, arrête, arrête de me crier dessus. Plusieurs agents de la TSA accourent pour inspecter l'homme d'affaires, le stabilisant et lui écartant doucement les mains des oreilles. Ils lui demandent s'il va bien, s'ils doivent appeler quelqu'un. L'homme d'affaires s'emporte, crie que le scanner est cassé, qu'il entend une voix dedans et que quelque chose ne va vraiment pas. Eh bien, malheureusement pour l'homme d'affaires, il a maintenant l'air plus que suspect et un agent de sécurité l'écarte, l'emmenant dans une petite pièce voisine pour discuter. Durant tout ce temps, l'homme d'affaires affirme que le scanner lui parlait et qu'il n'est pas fou. Vous ne quitterez pas cette salle d'interrogatoire de sitôt. Malheureusement pour l'homme d'affaires, il ne prendra pas ce vol pour l'Australie. Le scanner cause des interférences au point de contrôle. Les agents tentent de régler le problème pour fluidifier la file, tandis qu'un collègue gère une crise de santé mentale à proximité. La file avance, d'autres passagers impatients passent le scanner. Tout comme l'homme d'affaires avant eux, ils peuvent entendre cette voix, murmurant des supplications à voix basse qui se transforment en cris d'angoisse. La même voix d'homme, encore et encore, suppliant qu'on lui réponde, suppliant qu'on l'aide. Quelqu'un, très bouleversé, s'exprime via le scanner sans que personne comprenne pourquoi. Une femme âgée fond en larmes lorsque la voix l'injurie avec colère. Une petite fille hurle de terreur à ce bruit soudain. Un homme essaie de se disputer avec la voix, tous deux se hurlant dessus de plus en plus fort. La voix devient bientôt si forte que les agents de la TSA ne peuvent l'ignorer. À la consternation des passagers restants, ils ferment la file d'attente. Un agent de la TSA s'approche lentement du scanner. « Allô ?» appelle-t-elle, se sentant un peu ridicule. Personne n'utiliserait le scanner pour communiquer, la technologie ne s'y prête pas. Mais alors, elle entend la réponse très distinctement. « Allô? Pouvez-vous m'aider ou dois-je continuer à crier pour qu'on m'écoute? » Aucun doute là-dessus. C'est une personne très bouleversée. Comment faites-vous pour me parler en ce moment, monsieur? Avec ma bouche. Vous êtes stupide? Je n'ai rien fait de mal. S'il vous plaît, laissez-moi partir ou je vais perdre le contrôle. Je veux juste rentrer chez moi. Qu'est-ce que c'est? Un genre d'enlèvement? Vous m'avez drogué? Monsieur, nous ne pouvons pas vous aider si vous ne nous expliquez pas comment vous parlez via la machine. Il n'y a pas de foutue machine. Il n'y a que moi. Juste moi. Moi. La voix commence à sangloter de frustration et l'agent de la TSA ressent soudainement une vague de nausées inexplicables envahir son corps. Il n'y a pas de haut-parleur sur la machine, aucun endroit d'où une voix pourrait provenir. Une seule solution s'offre à eux, démonter cette chose. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec ça. Elle appelle plusieurs de ses collègues et ils commencent à manipuler la coque extérieure de la machine, essayant de la desserrer et de l'enlever. Au moment où ils le font, un cri déchirant retentit dans l'air. Arrêtez, s'il vous plaît. Tout ce que vous voulez, je le ferai. Arrêtez, s'il vous plaît. Elle fait signe aux autres d'arrêter ce qu'ils font, et les cris cessent. Quand la voix reprend la parole, elle semble vaincue, épuisée. Qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est de l'argent que vous voulez? Je n'ai pas grand-chose, mais laissez-moi partir, et je vous donnerai tout ce que je peux. S'il vous plaît, ma fille vient juste d'avoir 5 ans. Je veux juste la revoir. On entendait encore des sanglots. Quand il tentait d'ouvrir la machine, cela faisait souffrir l'homme qui parlait à travers la machine. C'est de plus en plus étrange.
L'interrogateur dans la pièce voisine apprend que l'homme d'affaires ne subit pas réellement une crise de santé mentale. Il a vraiment entendu quelqu'un parler à travers le scanner, quelqu'un que tout le monde peut maintenant entendre. Qui que soit cet homme mystérieux, il n'écoute personne, il n'explique pas où il se trouve ni comment il est arrivé là. Il dit avoir vécu une journée ordinaire, perdu connaissance puis s'être réveillé dans l'obscurité totale. Cependant, au moment où l'homme d'affaires est libéré, il a déjà raté son vol pour l'Australie. C'en est trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il retourne vers le scanner corporel, bousculant les agents de la TSA sur son passage. Il donne des coups de pied dans le scanner et crie des insultes à celui qui lui a fait rater son vol très important et qui lui a peut-être coûté sa promotion. Homme ou machine, peu importe. Cette chose est désormais son ennemi. La voix désincarnée répond au cri sur le même ton, avertissant l'homme d'affaires de reculer, sinon il risque de ne pas aimer ce qui va suivre. Je te préviens. L'homme d'affaires rit, provoquant la voix dans le scanner. « Ouais, tu vas faire quoi ?» L'homme d'affaires reçoit bientôt sa réponse, mais ne vivra pas assez pour en saisir le sens. Alors que la voix hurle, plus fort que jamais auparavant, l'homme d'affaires s'effondre au sol. Son corps est pris de convulsions et ses yeux se révulsent. Une crise convulsive. Les agents de la TSA tentent d'intervenir, mais en approchant du scanner, ils s'effondrent aussi. Certains convulsent, d'autres restent inconscients. Ils ne le savent pas, mais ils souffrent tous d'une intoxication aiguë aux radiations. La foule de passagers qui attendaient de passer la sécurité se disperse, les gens s'éparpillant dans toutes les directions à la recherche d'aide ou d'une sortie rapide. D'ici 48 heures, tous ceux qui se sont effondrés seront morts. Après 2 semaines supplémentaires, plusieurs des témoins seront également morts, tout cela à cause du scanner défectueux et de la voix étrange qui parlait de l'intérieur. Avant d'être publiée, l'histoire est supprimée par des agents infiltrés de la fondation SCP dans les médias. Des amnésiants sont administrés aux témoins encore en vie et l'aéroport ferme temporairement. L'histoire officielle parle d'une tentative d'attentat terroriste que les gens acceptent sans hésiter. Personne ne saura jamais la vérité sur ce qui s'est passé ni sur la nature de l'appareil qui deviendra connu sous le nom de SCP-1966. SCP-1966 est un appareil à rayons X rétrodiffusé construit par un groupe d'ingénierie dont le nom a été censuré à un moment donné dans les années 2000. Il mesure environ 3 mètres sur 4 mètres sur 4 mètres. Acheté par l'administration américaine de la sécurité des transports pour un aéroport international. Des analyses passives de SCP-1966 ne révèlent aucune différence discernable entre la structure interne de ce scanner et celle d'autres scanners corporels du même modèle. Cependant, ce n'est pas un scanner ordinaire. Peu après l'installation du scanner dans l'aéroport qui lui était attribué, il a émis une voix humaine masculine. La Fondation n'a pas encore pu identifier l'origine de la voix dans la structure du scanner. La voix réagit à la parole et à d'autres stimuli auditifs à proximité de SCP-1966 et semble appartenir à une conscience pensante qui réside à l'intérieur du scanner. Elle continuera à parler qu'elle soit ou non connectée à une source d'alimentation. Lors de conversations avec le personnel de la Fondation, SCP-1966 a affirmé être un vendeur d'assurance originaire de London, en Ontario, du nom de Mr. G. Il se rappelle la fête des 5 ans de sa fille, organisée la veille de l'installation du scanner à l'aéroport. Après la fête, il dit être devenu aveugle et avoir perdu connaissance. Selon SCP-1966, il ne peut ni voir ni ressentir d'autres sensations que l'ouïe, la douleur lorsque le scanner est manipulé et une perception des vibrations à proximité. Il semble également savoir quand il est déplacé et quand quelqu'un tente d'ouvrir son boîtier extérieur. Il réagit souvent par « aïe » lorsqu'on touche à son boîtier. Et arrêtez ça! En ce qui concerne le ton de la conversation, SCP-1966 peut être amical, ou il peut être en colère au point d'être verbalement agressif. Chaque fois que SCP-1966 devient particulièrement contrarié, il commence à émettre un niveau plus élevé de rayonnement ionisant, avec des pics parfois suffisamment élevés pour provoquer des décès immédiats, ainsi que des morts différées survenant dans les 2 semaines suivant l'exposition. Afin de minimiser les pertes, il est important que SCP-1966 reste calme. À cette fin, le protocole PSI-1966-A a été développé. Ce protocole a défini des règles que le personnel de la Fondation doit suivre lors des interactions avec SCP-1966. Premièrement, l'entité doit toujours être appelée par le nom qu'elle s'est donné, Mr. G. Si SCP-1966 fait des déclarations concernant ses souvenirs ou son identité, elles doivent être acceptées sans discussion ni contradiction. Le personnel ne doit jamais faire référence à la Fondation, à la forme actuelle de SCP-1966, à son acquisition et à son histoire, ni à l'endroit où il est contenu.
Si SCP-1966 exprime des pulsions ou des sentiments autodestructeurs, le directeur sur place doit être immédiatement averti. Le personnel subalterne n'est pas considéré comme qualifié pour gérer ce scénario, et une intervention rapide est nécessaire pour éviter toute irradiation inutile ou toute victime. Si SCP-1966 demande où il est ou s'inquiète de son environnement, il faut lui dire qu'il est dans l'unité de soins longue durée d'un hôpital de Toronto après un traumatisme crânien causé par un accident de voiture. Si elle demande à parler à sa femme ou sa fille, la seule réponse est « Vous savez, vous ne pouvez pas leur parler pour l'instant ». Ceci fait référence à l'histoire de couverture fournie à SCP-1966, selon laquelle sa femme et sa fille sont mortes dans le même accident de voiture. Cependant, le dire clairement augmentera le niveau de stress de l'entité et pourrait s'avérer dangereux, donc un rappel et une correction en douceur sont préférables. Environ 1 an après avoir placé SCP-1966 en détention, la Fondation a retrouvé un certain Mr. G, un vendeur d'assurance basé à London, en Ontario, ayant une femme et une fille. Lorsqu'il a été interrogé sous couvert d'une enquête, ses souvenirs et ses opinions correspondaient à ceux de SCP-1966 jusqu'à la date à laquelle il a été placé pour la première fois dans l'aéroport. Il a ensuite été suivi 3 ans sans qu'aucune anomalie ne soit détectée chez lui. En pratique, il s'agit d'un homme parfaitement ordinaire et sans particularité. La chose la plus inhabituelle concernant Mr. G est que, autant que la Fondation puisse le déterminer, il n'a jamais eu de contact avec SCP-1966. En fait, il n'a même jamais mis les pieds dans l'aéroport où le SCP-1966 était auparavant utilisé. D'une manière ou d'une autre, le SCP-1966 a développé une empreinte de la conscience de Mr. G, mais la façon exacte dont cela s'est produit dépasse ma compréhension. Le SCP-1966 doit être conservé dans un bunker dédié à 2 km sous terre. Le bunker doit avoir des murs en béton armés de 10 mètres d'épaisseur, plus 1 mètre de blindage contre les radiations pour éviter toute fuite de radiation dans l'environnement. Pour réduire davantage ce risque, l'emplacement de son bunker doit se trouver à au moins 100 km de toute grande ville ou zone densément peuplée, ainsi que des sites de la Fondation. L'emplacement actuel du bunker du SCP-1966 est classifié et n'est communiqué qu'à ceux qui ont reçu une autorisation spéciale. Au moins 5 membres du personnel de la Fondation ayant une habilitation de niveau 2 ou plus doivent toujours occuper la station de surveillance du SCP-1966. Le directeur du bunker doit avoir une habilitation niveau 4 et être psychologue certifié. Personne ne peut interagir avec le SCP-1966 sans l'approbation de ce directeur de site, et toute interaction avec le SCP-1966 doit être conforme au protocole PSI 1966. À l'histoire du SCP-1966 a été difficile à oublier pour moi. C'est loin d'être l'anomalie la plus étrange que j'ai étudiée, ni la plus dangereuse, mais il y a une tragédie fascinante qui s'en dégage. Une machine dédiée à la sécurité aéroportuaire s'est retrouvée soudainement frappée d'une conscience qui n'était pas la sienne. Rien au monde ne convaincra SCP-1966 qu'il n'est pas un père de famille canadien. Son esprit est toujours occupé par des pensées et des souvenirs d'une vie qu'il ne pourra jamais vivre. Une vie qui, aussi réelle et personnelle qu'elle puisse paraître, ne lui a jamais appartenu en premier lieu. Pouvons-nous être certains que nous ne souffrons pas tous de la même folie ? Comment pouvons-nous être sûrs que nos souvenirs, nos noms, nos propres identités nous appartiennent vraiment? La notion de soi est une chose fragile, et SCP-1966 nous rappelle de façon troublante que, peu importe à quel point nous nous sentons sûrs de qui nous sommes, des observateurs extérieurs peuvent percevoir des vérités sur nous que nous ne pourrons jamais espérer comprendre. Je ne pensais pas qu'un scanner à rayon X me provoquerait un tel malaise existentiel. Le soleil du matin traversait la fenêtre, projetant des rayons de lumière qui perçaient l'appartement poussiéreux et encombré. Les vestiges d'une vie pleine de promesses baignaient dans une lueur douce et éthérée. Des photos fanées de sites de fouilles entouraient des articles vantant ces découvertes, avec des titres comme « Le prodige de l'archéologie découvre une tombe perdue ». La nouvelle étoile de l'archéologie marque encore l'histoire. C'était une archive archéologique de la vie d'un archéologue. À présent, il était lui-même un artefact, enfoui dans le passé. Des années s'étaient écoulées depuis les gros titres élogieux. Désormais, les seuls articles écrits à son sujet portaient des titres durs comme « Du prodige au paria » ou « La chute du fouilleur déshonoré ». Un coup à la porte fit sursauter l'homme du canapé usé qui lui servait de lit. Il regarda autour de la pièce, paniqué. Un autre coup, plus fort et insistant, suivit aussitôt. « Ouvre la porte », dit une voix à fort accent autrichien. L'homme avançait sur la pointe des pieds, retenant son souffle.
Prudemment, il regarda par le judas. Dans le couloir se tenait un homme petit et chauve, encadré par 2 costauds en costume sombre. Je peux voir ton œil, ouais. Il se baissa aussitôt, le cœur battant. Qui était-il? Le propriétaire essaie-t-il de lui faire peur à cause des factures impayées? Le loyer n'était pas encore exigible, non? Quel jour étions-nous, de toute façon? Vous êtes l'archéologue qui a eu ce malheureux incident avec la tombe du pharaon, n'est-ce pas? L'homme appuya sa tête contre la porte, son visage marqué par la terreur. Encore un journaliste, espérant obtenir une citation humiliante de plus. Quand cela finirait-il? Pourquoi ne pas le laisser tranquille? Je veux vous offrir un emploi. L'homme ouvrit grand les yeux en levant lentement la tête. Ça doit être une sorte de blague. Oui, sûrement, ce n'était qu'une blague cruelle. Vous êtes le meilleur archéologue du monde. Et je ne travaille qu'avec les meilleurs. Déclara le petit Autrichien avec aplomb. Pourriez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Le petit homme autrichien attendait, silencieux et patient. Ses 2 gardes en costume échangèrent un regard. Enfin, la porte s'ouvrit avec un déclic. L'homme chauve entra calmement, suivi de ses gardes. Ils ôtèrent du linge d'une chaise, l'offrant comme trône à leur patron. Le petit Autrichien lui indiqua de s'asseoir. Nerveusement, l'homme se lécha les paumes, se lissa les cheveux comme pour faire bonne impression, même si cette occasion était depuis longtemps passée. Prudemment, il s'assit en face de son invité. L'Autrichien se pencha en avant, une étincelle d'excitation dansant dans ses yeux. Sur un geste du petit Autrichien, un garde sortit une mallette et l'ouvrit vivement, révélant une tablette de pierre. « Que ne peux-tu pas me dire à ce sujet ?» Le petit Autrichien demanda, en passant l'artefact à l'homme dont les yeux s'étaient illuminés. Il ne s'était pas senti aussi vivant depuis longtemps. En examinant la tablette, l'homme expliqua que les gravures sur la tablette ressemblaient à des pétroglyphes vieux de 3000 ans découverts dans le canyon Boca Negra au Nouveau-Mexique. Il sortit fébrilement une carte topographique de sa bibliothèque. Alors qu'il glissait son doigt sur la carte, ses yeux se posèrent sur les lignes anciennes de la tablette. « Tu vois cette ligne ondulée? Cela signifie des montagnes, et ce symbole ici pourrait indiquer de l'eau. D'après cela, quoi que tu cherches est probablement enterré ici, conclut-il en pointant du doigt une vallée au Nouveau-Mexique. Le petit Autrichien sourit avec suffisance. « Bien. Tu iras au Nouveau-Mexique pour moi, hein ?» L'homme acquiesça avec empressement. « Boris t'accompagnera, » déclara l'Autrichien. Boris, le mur humain, fixa en silence. « Il veillera à ce que tu n'ailles pas faire pipi sur mon trésor », ajouta le petit Autrichien en ricanant. En quelques heures, l'archéologue était dans un avion pour le Nouveau-Mexique avec Boris. À leur arrivée, une équipe entièrement équipée les attendait, déjà installée aux coordonnées qu'il avait fournies. Leur efficacité troublante laissait entrevoir l'enjeu. L'équipe découvrit bientôt l'entrée d'une tombe bloquée par une dalle de pierre massive. Mais ce n'était pas une barrière ordinaire. La pierre portait une fresque étrange représentant une silhouette humaine couverte de taches blanches, comme pour avertir d'un danger, voire d'une malédiction. L'homme ressentit une attirance immédiate, désireux de déchiffrer l'avertissement inquiétant de la fresque, mais il n'eut qu'un instant pour réfléchir avant que Boris, le lourdeau, ne commence à placer de la dynamite sur l'ancienne pierre. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» protesta l'archéologue. Boris ignora les protestations et craqua une allumette. Alors que la mèche brûlait, tout le monde courut se mettre à l'abri. Ils eurent à peine le temps de se préparer avant qu'une explosion géante ne déchire l'entrée ancienne. L'archéologue ne pouvait que regarder, choqué, alors que des fragments d'histoire tombèrent du ciel, pleuvant autour de lui. La fumée s'était à peine dissipée que Boris se précipita dans l'obscurité du tombeau. L'équipage échangea des regards hésitants avant de le suivre. Ils étaient là pour explorer, payés pour cela, et c'est ce qu'ils allaient en faire. Ils avancèrent dans un couloir étroit, leurs pas résonnant de façon inquiétante à travers la tombe. Bientôt, ils entrèrent dans une grande caverne, le faisceau de leurs lampes effleurant les murs. Chaque centimètre était couvert de marques anciennes, des figures humaines parsemées de ces mêmes points blancs. Ça doit être une sorte de maladie, quelque chose qui affecte la peau, marmonna l'homme, espérant que Boris l'entendrait. Malgré l'avertissement, Boris avança imperturbable et l'équipage le suivit à contre-cœur. Alors que la procession atteignait le centre de la caverne, un membre de l'équipage à l'arrière trébucha. La pierre sous son pied s'enfonça dans un grincement sourd dans le sol. « Attention où vous marchez » murmura l'archéologue, sa voix perçant à peine le silence. Soudain, un bruit de souffle se fit entendre, puis un autre et encore un autre.
Un cri à glacer le sang brisa le silence. L'archéologue se retourna brusquement avec sa lampe torche, juste à temps pour voir une hache passer violemment devant lui à quelques centimètres de son visage. Une autre hache passa derrière lui, frôlant son bras. L'archéologue était sous le choc, figé sur place. Deux grandes mains saisirent ses jambes, le tirant au sol. C'était Boris. Alors qu'ils étaient allongés au sol, les haches mortelles fendèrent l'air. Ils virent plusieurs membres de leur équipage se faire abattre. « À terre !» cria l'archéologue. C'était trop tard. Un membre de l'équipage fut empalé par une hache, son torse se fendant en deux alors qu'il restait debout. Il fallut un instant pour que ses jambes cèdent, faisant s'effondrer son corps au sol. Le sang jaillit de la blessure en une fontaine grotesque, se répandant et formant une mare autour des restes sectionnés. Enfin, après le chaos et l'effusion de sang, tout était terminé. Le silence tomba sur la caverne. L'équipage restant était blotti au sol, trop secoué pour bouger. Boris fut le premier à se relever. Il épousseta son costume d'un geste nonchalant et commença à s'enfoncer plus profondément dans la caverne. En voyant ses coéquipiers morts joncher le sol de la caverne, l'archéologue sentit quelque chose se briser en lui. « On ne peut pas les laisser ici », dit l'homme d'un ton de défi. Boris le fixa avec une froideur calculatrice, assez tranchante pour briser la pierre. Sa main fouilla son costume, cherchant quelque chose, mais l'archéologue, trop remonté, n'y prêta attention. « Tu as entendu ? J'ai dit qu'on n'ira pas plus loin tant que nous. » Le coup de feu fut assourdissant. Le membre de l'équipage qui se tenait à quelques mètres derrière l'homme s'effondra au sol. Boris lui avait tiré en plein visage. « Qu'est-ce que tu disais ?» Boris demanda d'un ton neutre. L'archéologue le regarda, choqué et horrifié. Dans quoi s'était-il embarqué ? Boris remit son arme dans sa poche. C'est alors que l'archéologue la vit, une lésion blanche sur sa main. Avant même qu'il ne puisse ouvrir la bouche, Boris l'interrompit. « Si tu avances, grogna-t-il en marchant plus loin dans la caverne. » L'équipage réticent suivit Boris, tandis que, sans qu'il le sache, le danger rôdait à nouveau sous leurs pieds. Tout le monde avançait lentement et l'archéologue avertit, mais il était trop tard. Les dalles cliquetèrent sous les pieds des membres de l'équipage et les murs s'animèrent. Un torrent de flèches jaillit des murs, chacune trouvant sa cible avec une précision mortelle. Le membre d'équipage hurla de douleur tandis que les flèches le transperçaient. Du sang jaillissait de sa poitrine et de son cou. C'est à ce moment-là que l'archéologue le vit à nouveau. Une autre lésion blanche sur la joue du mort, une autre sur son bras. La terreur l'envahit. Il baissa les yeux vers ses paumes ouvertes et les retourna. Et là, juste au bord de son poignet, une petite lésion blanche le fixait. Il releva ses manches, d'autres lésions, puis ses jambes de pantalon, encore plus. « Examinez-vous tous !» cria l'archéologue. L'équipage s'exécuta rapidement et, avec horreur, chacun d'eux était infecté par cette étrange maladie. Cela faisait à peine 2 heures qu'ils avaient été exposés. L'infection s'est vite propagée. Les yeux remplis de terreur, tout le monde regardait son propre corps et les autres lorsque Boris tira en l'air, il les fixa d'un regard vide, sans la moindre once de remords ou de peur. « Continuez d'avancer », aboya-t-il. Nul ne savait quel était le pire, l'infection fulgurante dans leur corps ou Boris, trop prompt à appuyer sur la gâchette. Dans un soupir collectif, tout le monde baissa la tête et suivit Boris. Alors qu'ils entraient dans la 3e caverne, Boris s'arrêta. Il attrapa un membre d'équipage qui ne se doutait de rien et le poussa devant les autres. « Tu passes devant », ordonna-t-il au jeune homme terrifié. Le jeune homme regarda l'archéologue, le visage déformé par la terreur. « Avance lentement et teste chaque pas », proposa l'archéologue d'un ton rassurant. Le jeune homme acquiesça, mais resta peu convaincu. Prudemment, il commença à tester chaque pas en avançant dans la caverne. Les autres le suivaient de près, posant leurs pieds là où il était passé. La progression était lente et prudente, mais ils étaient toujours en vie. Du moins, jusqu'à ce que le jeune homme teste un pas qui fit bouger le sol sous lui. Il s'est figé, a tenté un pas ailleurs, mais le sol s'est effondré, révélant un gouffre sous ses pieds. Ses cris résonnèrent contre les parois de la grotte alors qu'il chutait dans une fosse remplie de pics, atterrissant dans un craquement écœurant. L'équipage contourna prudemment le gouffre et regarda l'horreur en contrebas. Le corps du jeune homme se débattait violemment contre les grandes pointes. L'archéologue saisit le bras de Boris. On ne peut pas continuer à perdre des hommes ainsi. Boris baissa les yeux sur la main de l'archéologue, puis les releva vers lui. L'archéologue avala difficilement sa salive et relâcha sa prise.
Nous partons après avoir trouvé le trésor. Those are my orders. Et le vôtre, déclara Boris d'un ton sec en tapotant le contour de son arme à travers sa veste. Dans un grognement collectif de résignation, l'équipage suivit Boris plus loin dans le tombeau. « Mes taches blanches ont disparu », s'exclama soudain un membre de l'équipe. Tout le monde commença à s'examiner, et en effet, par un étrange miracle, toutes les lésions avaient disparu de leur peau. Mais leur joie fut brève. Une douleur sourde commença à se propager dans tout leur corps. Chaque mouvement semblait enflammer leurs muscles. Les membres de l'équipe s'effondraient, se tordant de douleur. « Laisse-les », grogna Boris. Même lui avait du mal à maintenir son rythme habituel. Que leur arrivait-il? Est-ce qu'ils étaient en train de mourir? C'était peut-être juste de la déshydratation après 24 heures sans eau. En entrant dans la grande salle, tous poussèrent un soupir de soulagement. Ils y étaient arrivés. Devant eux se trouvaient de l'or et des rubis, éparpillés parmi des tas de tissus blancs qui semblaient avoir la forme de momies. L'équipage était entré dans la 4e et dernière caverne, une sépulture collective. Pendant que l'équipage, malgré ses membres endoloris, remplissait ses poches de bibelots, l'archéologue chercha Boris du regard. Il était au centre, avançant vers une boîte en bois. « Laisse-le prendre », marmonna l'archéologue en observant la chambre funéraire. Ses yeux se posèrent sur les murs, couverts de symboles primitifs racontant une histoire. Les images montraient une météorite s'écraser sur Terre et des groupes d'humains succomber à la maladie qu'elle avait apportée. Les pictogrammes montraient des humains couverts de taches blanches sur tout le corps, les taches disparaissant, puis des dessins de personnes se tordant de douleur. Puis on aurait dit qu'ils s'arrachaient eux-mêmes la chair. L'archéologue eut un hoquet d'alarme. Son regard se porta sur un autre pictogramme qui mettait clairement en garde contre le fait de retirer la boîte en bois de son emplacement. « Boris, non !» cria l'archéologue. Boris avait déjà soulevé la boîte et l'avait ouverte. Avec un air consterné, il sortit une petite pierre noire. C'était une pierre comme il n'en avait jamais vue. Toute la caverne se mit à trembler violemment. Des débris et de la poussière tombèrent du plafond, tandis qu'un énorme rocher se détachait et tombait droit sur Boris. « Attention !» cria l'archéologue. Boris leva les yeux, mais c'était trop tard. Le rocher s'écrasa, écrasant Boris. La roche noire tomba sur le sol tremblant à côté de l'archéologue. Alors que la grotte s'effondrait autour de lui, l'archéologue fut forcé d'agir. Il n'allait pas mourir là. Il saisit la pierre et sortit de la caverne, ses muscles endoloris hurlant de douleur. « Bougez, bougez, bougez !» cria-t-il par-dessus le vacarme de la grotte qui s'effondrait. Le reste de l'équipage courut vers la sortie alors que d'énormes rochers écrasaient ceux qui étaient trop lents. « On y est presque !» cria-t-il à l'équipage survivant. En s'approchant de l'entrée rétrécie, les parois se mirent à grincer, se déplaçant pour sceller la grotte à jamais. Dans un dernier élan à couper le souffle, l'archéologue et l'équipage se jetèrent en avant. L'entrée se referma avec un bruit sourd assourdissant, quelques secondes seulement après leur fuite. Les survivants s'effondrèrent au sol en recrachant l'air chargé de poussière. « Nous avons réussi », gémit l'archéologue, serrant fermement la pierre noire. Le retour fut lent, chaque pas plus lourd que le précédent. Leur corps était endolori et quelque chose de pire semblait les envahir. Le soleil disparaissait à peine derrière l'horizon quand ils arrivèrent au camp. L'archéologue tituba vers les tentes, ses mains tremblant alors qu'il tenait la pierre noire. Les autres suivirent, le visage pâle, la peau pendante par endroits. Leurs mouvements étaient lents, leur corps souffrait. Les membres de l'équipage restés s'occuper de l'équipement remarquèrent les premiers le changement. Leurs yeux s'écarquillèrent de stupeur en voyant leurs camarades revenir. « Nous sommes infectés », murmura l'archéologue à voix basse. Même si personne n'osait prononcer ces mots à haute voix, ils pouvaient déjà voir la panique dans leurs yeux. Sans un mot, les survivants furent reconduits dans les tentes. L'archéologue s'effondra au sol, la tête lui martelant, le corps tremblant alors qu'il s'appuyait contre le poteau de tente le plus proche. L'air était chargé de gémissements, des sons de corps se tordant de douleur. Alors que le soleil se couchait sur le camp, les cris d'agonie des infectés remplissaient le ciel nocturne. L'équipage restant était assis autour du feu de camp, les visages sombres, picorant leur nourriture, l'appétit envolé depuis longtemps. « Je vais aller les voir », proposa un membre de l'équipage après un long silence. Elle se leva et alla vers la tente la plus proche. Les autres fixaient droit devant eux, regard vide, perdus dans leurs pensées. Puis une voix brisa le silence.
Qu'est-ce que tu as sur le front ?» Un membre de l'équipage se figea en regardant son ami. Il avait une lésion blanche sur la peau. En levant la main pour la toucher, il remarqua une lésion similaire sur le bras de son voisin. Un par un, les autres se sont examinés et l'horreur s'est répandue comme une traînée de poudre. Leur corps était couvert de lésions blanches. La panique les envahit. Soudain, un cri a glacé le sang retentit. Les membres de l'équipage se levèrent d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Ils se précipitèrent vers leur tente, la peur leur serrant la gorge. Elle sortit en trébuchant, le visage pâle et rempli de terreur. Ils regardèrent à l'intérieur. L'archéologue était à l'intérieur, le corps penché, les mains griffant sa propre peau. Il arrachait la chair de son bras avec un mouvement compulsif et écœurant. L'équipage, pétrifié d'horreur, ne pouvait détourner le regard. Un autre cri perça la nuit depuis l'une des tentes. En se précipitant, ils trouvèrent d'autres membres de leur équipe, ceux qui avaient échappé aux grottes, en train de commettre le même acte grotesque, s'arrachant la chair avec leurs propres mains. Certains utilisaient leurs mains, d'autres des couteaux, et quelques-uns des objets contondants rudimentaires. « Il faut demander de l'aide », murmura un membre de l'équipage, mais tous savaient que c'était inutile. Sans un mot, les membres d'équipage infectés montèrent dans une jeep pour aller en ville, évitant toute panique. Personne ne devait encore savoir ce qui leur était arrivé. La jeep attendait au ralenti près du trottoir pendant qu'un membre d'équipage approchait la maison. Les autres, à l'intérieur, observaient, retenant leur souffle. Ils avaient choisi la seule personne sans lésion visible pour y aller. Alors qu'il traînait les pieds vers la porte, ses yeux revenaient sans cesse vers la jeep, scrutant les environs à la recherche du moindre danger. Mais l'équipage avait détourné son attention vers un enfant aperçu non loin, jouant dans le jardin. Le petit garçon, les joues salies par la terre et une lueur curieuse dans les yeux, poussait un camion jouet sur l'herbe. Au début, l'équipage n'y prêta pas attention, mais ensuite, lorsque le garçon s'arrêta et leva les yeux, il commença à marcher vers la jeep. Ses petits pieds nus s'approchaient de plus en plus, son regard ne quittant jamais le véhicule. Le membre d'équipage près de la fenêtre se raidit, croisant le regard du garçon. « Est-ce qu'il vient de nous remarquer ?» chuchota l'un d'eux, la voix tendue d'inquiétude. Les autres observèrent par les fenêtres, retenant leur souffle. Le garçon s'arrêta juste devant la jeep, pencha légèrement la tête et les fixa de ses grands yeux innocents. « Pourquoi vous ressemblez à des léopards ?» demanda innocemment le garçon. L'équipage échangea des regards paniqués. « Va-t'en !» lança un membre à travers la vitre fermée. Elle craignait que le garçon soit infecté. Le garçon haussa les épaules et se détourna de la jeep. Il retourna vers la maison, l'air indifférent, son camion jouet toujours serré dans sa main. Alors que le membre de l'équipage raccrochait le téléphone, le petit garçon tira sur la robe de sa mère. « Maman, pourquoi ces gens dehors ressemblent-ils à des léopards ?» demanda-t-il. Le couple s'est précipité dehors, affichant du dégoût en voyant l'équipage dans la jeep. Avant qu'il ne réagisse, le membre de l'équipage qui avait frappé s'est précipité de nouveau dans le véhicule et ils sont partis rapidement. Il n'a pas fallu longtemps pour que le CDC arrive au camp, leur convoi de véhicules soulevant la poussière en entrant. Une équipe d'experts en combinaison de protection a commencé à examiner les lésions blanches couvrant désormais les patients du stade 1. Les lésions étaient frappantes, d'une uniformité troublante, une anomalie qui suggérait l'intervention de quelque chose de non naturel. Au début, les spécialistes du CDC étaient prudents mais pleins d'espoir. Ils pensaient qu'il s'agissait de Staphylococcus epidermidis, une bactérie assez bénigne qui peut, dans certaines conditions, provoquer des infections cutanées. Cela expliquerait l'apparition des lésions et la survenue rapide des symptômes. Mais lorsque l'équipe s'est enfoncée plus profondément dans le camp, là où étaient hébergés les patients du stade 3, leurs espoirs se sont rapidement évaporés. Ces patients n'étaient plus simplement malades, ils étaient possédés. Certains étaient couchés au sol, se griffant la peau comme des bêtes sauvages. D'autres étaient debout, leurs mains et visages n'étaient qu'un amas de plaies ouvertes. Quelques-uns s'arrachaient la chair par des gestes saccadés et frénétiques, poussés par un besoin irrépressible de s'autodétruire. Le spectacle était si horrible que même les responsables aguerris du CDC reculèrent d'effroi. « Ce ne sont pas des employés », chuchota le spécialiste principal. « C'est quelque chose de bien plus. » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un cri déchira l'air. En un clin d'œil, l'un des patients de stade 3 se jeta sur lui. La rage dans ses yeux était indéniable. Sans prévenir, les autres suivirent. Les infectés déchiraient les combinaisons de protection, arrachant le tissu avec une force alarmante. Des gants furent arrachés, des casques retirés de force de leur tête, laissant les agents du CDC exposés et vulnérables. Le responsable du CDC avait eu raison. Ce n'était pas un simple agent pathogène.
C'était le SCP-1121. Le SCP-1121 est un protozoaire amoeboïde inconnu doté d'une capacité mutagène unique qui ne s'active que lorsqu'il est exposé au Staphylococcus epidermidis. Epidermidis, une bactérie habituellement inoffensive présente sur la peau humaine. Lorsqu'il est introduit dans d'autres organismes, le SCP-1121 reste dormant. Son ADN partage des gènes avec plusieurs espèces d'insectes, mais contient également des gènes qui ne se trouvent dans aucun organisme connu. Le SCP-1121 ne se reproduit pas naturellement et n'a pas besoin de liquide pour survivre. Une fois que le SCP-1121 interagit avec S. epidermidis, il mute la bactérie en SCP-1121-1, une souche extrêmement dangereuse, avant de mourir. Ceci marque le début de l'infection, qui touche 100% des personnes exposées, même si S. epidermidis est normalement inoffensif pour les humains en bonne santé. Le SCP-1121-1 est résistant à tous les antibiotiques connus et à ce jour, il n'existe aucun remède contre les infections causées par Staphylococcus epidermidis exiteblis. Les sujets infectés traversent une série de stades. Stade 1 dans les 2 à 5 heures suivant l'infection, de petites lésions blanches apparaissent sur la peau, impossibles à distinguer d'une infection typique à S. epidermidis, ce qui rend une erreur de diagnostic probable. Stade 2. Environ 24 heures après le stade 1, les lésions diminuent à mesure que l'infection s'étend plus profondément dans la peau. SCP-1121 consomme le tissu sous-cutané, le transformant en une substance visqueuse, ce qui provoque une douleur atroce. La peau devient pâle et s'affaisse, comme après une perte de poids extrême. Troisième stade, les patients commencent à retirer leur peau, souvent avec leurs mains, bien que certains utilisent des outils. Ce processus semble indolore à cause du deuxième stade et n'est pas une action consciente. Lorsque la substance sous-jacente est exposée, les victimes deviennent désorientées et hostiles envers les non-infectés, rendant l'élimination nécessaire avant d'atteindre ce stade. SCP-1121 se propage rapidement pendant les stades 1 et 2, principalement par contact cutané, mais des preuves suggèrent qu'il peut se propager sans contact direct. Le port de combinaison de protection est obligatoire pour manipuler tout échantillon. Même après le stade 3, l'infection persiste dans la peau retirée, les bactéries restant actives pendant une période indéterminée. Le danger représenté par la peau jetée demeure une menace non résolue. Selon l'addendum 1121-A01, SCP-1121 a été découvert lors de fouilles archéologiques au Nouveau-Mexique. L'archéologue, qui est entré en contact avec la météorite en premier, est désormais considéré comme SCP-1121, un patient 0. En 2 jours, l'infection s'est propagée du patient 0 à toute l'équipe de recherche ainsi qu'à plusieurs habitants locaux. Bien que le confinement initial ait été pris en charge par le CDC, la Fondation a été contactée pour prêter assistance. La météorite et le patient 0 ont été transférés au site de recherche biologique 13 et la zone dans un rayon de 10 km autour du site de fouille a été évacuée à l'aide de bombes Mark 77. Les seules colonies connues de SCP-1121 ont été récupérées à partir de la météorite. L'analyse au spectromètre de masse utilisant la datation rubidium-strontium a déterminé que l'âge de la météorite était d'environ 2,5 milliards d'années. D'autres détails concernant les circonstances exactes entourant l'arrivée de la météorite et les actions du patient 0 ont été expurgées. Allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-420, affection cutanée agressive, pour découvrir une autre anomalie qui vous fera réfléchir à 2 fois à cette tache étrange sur votre peau que vous pensiez inoffensive. Elle a pénétré dans le cockpit comme si le ciel était à elle. Piloter un oiseau de métal géant n'était plus un simple travail, mais une performance artistique. La cabine était sa scène, les commandes ses accessoires, et chaque décollage, manœuvre et atterrissage était une scène impeccable d'une pièce qu'elle seule pouvait mettre en scène. Alors qu'elle s'installait dans son siège, elle jeta un coup d'œil à son copilote qui semblait s'entraîner à arborer son air de « pilote sûr de lui ». Ça ne marchait pas. Elle étouffa un rire et prit la liste de vérification. « Voyons si notre bébé a bien dormi », plaisanta-t-elle en cochant les éléments avec panache. « Hydraulique. Vérifié. Carburant. Plein à craquer, comme le réservoir d'un ado lors du bal de promo. Les instruments brillent plus que mon avenir. » Sa copilote, tentant de s'adapter à son humeur, ajouta « Et la météo est aussi claire que mon dernier bilan de santé. » Elle lui lança un regard capable de faire cailler du lait. Les passagers embarquèrent régulièrement, un murmure de somnolence remplissant la cabine. Elle jeta un coup d'œil à son copilote. Ses yeux se tournèrent vers elle, puis s'éloignèrent rapidement alors qu'il tâtonnait légèrement avec les réglages du système de communication. Elle ajusta les cadrans, ses doigts sûrs et stables. Tour Phoenix, vol 217, prêt pour le départ. Elle parla dans son casque, aussi professionnelle que d'habitude.
Vol 217, vous êtes autorisé au décollage. Grésilla la réponse de la tour. Les moteurs rugirent, un son plus réconfortant pour elle que n'importe quelle berceuse. D'une légère poussée sur la manette des gaz, la bête sous eux s'éveilla, impatiente de briser les liens de la gravité. Alors qu'il profitait de la montée en douceur, la sérénité fut brusquement interrompue par le bip urgent de la console, un avertissement du système anti-collision. Ses yeux restèrent fixés sur le radar, où un point intrus s'approchait rapidement de leur espace aérien. Trafic en approche. Fit-elle remarquer, les yeux plissés sur le radar. Sa main resta en suspens sur le manche, prête à agir. Le copilote scruta l'écran, trajectoire de collision. La situation était critique. Elle avait besoin de reprendre le contrôle total maintenant. Elle tendit la main vers l'interrupteur du pilote automatique, ses gestes rapides et assurés, mais même lorsqu'elle l'éteignit, le système de la console ne répondit pas. Vraiment? S'exclama-t-elle, une pointe de panique dans la voix. Elle l'actionna de nouveau de haut en bas, plus énergiquement et avec plus de détermination. Les secondes s'écoulaient, chacune d'elles étant cruciale. Son regard se posa sur les voyants de la console, tous allumés, narguant ses efforts. L'affichage clignotait étrangement, comme si une force invisible jouait avec les systèmes de l'appareil. Dans un dernier geste désespéré, elle frappa la console de la paume. Le bouton céda enfin avec un déclic hésitant, les lumières s'éteignant une à une. Voilà. Elle haleta, un soulagement l'envahissant pendant une fraction de seconde. Ses mains saisirent aussitôt le manche, le serrant fort alors qu'elle exécutait une manœuvre brusque. L'avion incontrôlable passa en un éclair. Son cœur battait fort alors qu'elle stabilisait l'appareil. « On l'a échappé belle », souffla son copilote. « Trop juste, ça ne compte pas », répliqua-t-elle sèchement, son attention déjà reportée sur les commandes. Elle stabilisa leur trajectoire, l'adrénaline du moment retombant aussi vite qu'elle était montée. Ils atterrirent sans incident, les roues touchant le sol avec aisance. L'incident évité de justesse fut consigné, mais l'enregistrement numérique ne montrait rien de la rencontre. Un fantôme dans la machine. Comme si rien ne s'était passé, nota son copilote en consultant les journaux de bord. Pourtant, ça s'est produit, répondit-elle doucement en roulant vers leur poste de stationnement. La porte de la cabine s'est ouverte et les passagers ont débarqué, excités par leur arrivée en sécurité. Elle est restée dans le cockpit pour rédiger un rapport sur l'incident. L'incident lui trottait dans la tête alors qu'elle traversait l'aéroport, une énigme à résoudre. Mais le prochain vol déjà en embarquement, elle s'est forcée à passer à autre chose. Après tout, personne n'avait été blessé. Elle était une héroïne. Alors qu'elle entrait d'un pas assuré dans le cockpit du prochain avion, les instruments familiers l'accueillirent comme de vieux amis après une journée difficile. Une fois le dernier passager installé, elle a lancé les vérifications pré-vol d'un geste assuré. « Très bien, espérons que le reste de la journée sera moins mouvementé », plaisanta-t-elle à son nouveau copilote qui rit nerveusement. Ils avaient entendu parler de ce qui s'était passé lors de son dernier vol. Tout le monde dans la compagnie aérienne était au courant. En prenant de l'altitude, tout paraissait normal. Le ciel était dégagé et l'avion avançait en ronronnant, fendant l'air avec aisance. Pourtant, alors qu'ils approchaient de Salt Lake City, un invité indésirable fit son apparition, non pas sur le radar cette fois, mais sur sa jauge de carburant. L'aiguille a chuté de façon inquiétante. « Ça ne peut pas être vrai ?» murmura-t-elle, ses yeux allant du cadran à ses instruments de vol. Elle avait vu que le réservoir était à moitié plein avant de partir. Maintenant, on dirait qu'il ne nous reste presque plus de carburant. Son copilote avale péniblement, les yeux fixés sur l'aiguille qui descendait. « On le signale ?» demanda-t-elle sèchement, déjà en train de saisir la radio. « Mayday, Mayday, ici le vol 217. Nous soupçonnons une fuite de carburant et demandons un atterrissage d'urgence immédiat. » La réponse fut rapide. La tour de contrôle indiqua les coordonnées de la zone d'atterrissage la plus proche, un champ de maïs désert plus adapté aux épouvantails qu'aux avions. Elle prit l'interphone de cabine et parla d'une voix claire et assurée. « Mesdames et messieurs, nous rencontrons un léger problème technique avec nos relevés de carburant. Par précaution, Nous faisons un arrêt bref et imprévu. Restez assis avec votre ceinture attachée. » Une légère panique a gagné la cabine, vite maîtrisée par les agents de bord qui descendirent les allées, rassurèrent les passagers et vérifiaient chaque ceinture. Alors que le sol se rapprochait, elle restait calme, ses mains stables malgré son cœur affolé. L'atterrissage fut tout sauf doux, l'avion cahotant alors qu'il labourait le champ de maïs. ou autre chose. Mais c'était contrôlé. Chaque secousse témoignait de son habileté. Lorsque l'avion s'est arrêté dans un crissement, un lourd silence a enveloppé la cabine. Passagers et équipage, stupéfaits, restaient immobiles dans une tension palpable. Bientôt, la plainte des sirènes a brisé le silence, s'intensifiant alors qu'un convoi d'ambulances et de camions de pompiers arrivait.
Elle fut la première à sortir dans l'air vif, suivie par le reste de l'équipage et des passagers. Le soulagement et l'incrédulité se lisaient sur leurs visages alors qu'ils montaient silencieusement dans les navettes, attendant d'être conduits en lieu sûr. Quand les derniers passagers furent partis, l'équipe technique au sol se précipita autour de l'appareil. Une inspection rapide du réservoir révéla la vérité. Il était aussi plein qu'à Denver. Elle le regarda, perplexe. L'équipe de maintenance de la compagnie aérienne a suggéré un problème de capteur, une explication trop simple qui ne la rassura guère. Un problème? Elle répéta d'un ton sceptique, tout en signant les documents nécessaires, ou autre chose. Elle se tenait au milieu du champ de maïs, l'ombre longue de l'avion projetée sous le soleil de l'après-midi. Son esprit s'emballait, non seulement à cause des événements du jour, mais aussi des doutes persistants sur ce qui arrivait à ses vols. Il y a quelque chose qui cloche? Et ce ne sont pas seulement les capteurs, murmura-t-elle. Son vol suivant, quelques jours plus tard, était complet. La cabine vibrait du bourdonnement des voyageurs et du cliquetis des ceintures. À mi-parcours, alors que les passagers étaient blottis dans leurs sièges, concentrés sur les écrans ou endormis, l'avion a tremblé. Le pilote automatique a commencé à faiblir. Sur sa console, la trajectoire déviait inexplicablement, une dérive silencieuse vers le danger. Nous dévions de la trajectoire? Elle annonça calmement, mais son esprit s'emballait, tandis que l'affichage de navigation évoquait une catastrophe imminente. L'avion se dirigeait droit vers une chaîne de montagnes, qui se dressait comme des géants en embuscade. Sans avoir le temps de se demander pourquoi, elle passa à l'action, ses mains agrippant les commandes manuelles. « Tiens bon », murmura-t-elle, presque pour elle-même, en désactivant le pilote automatique d'un geste décidé. Le système protesta, émettant des bips et cliquetis rappelant presque un désaccord. L'appareil obéit à sa commande, bien que réticent. Dehors, les sommets verdâtres et bruns des montagnes défilaient rapidement devant les fenêtres du cockpit. Les passagers hurlaient, les agents de bord pleuraient et son copilote s'était uriné dessus. Après avoir redressé la trajectoire et stabilisé l'avion, un murmure prudent de soulagement envahit la cabine. Elle rassura les passagers par l'interphone, sa voix mêlant professionnalisme et chaleur. Mesdames et messieurs, nous avons eu un léger souci de navigation, mais votre sécurité reste ma priorité et nous sommes de nouveau sur la bonne trajectoire. De retour au sol, l'analyse post-vol était moins rassurante. Les journaux de données, stériles et indifférents, ne montraient aucun signe de défaillance du pilote automatique. La mémoire numérique de l'appareil indique un vol calme, sans incident et parfaitement sur la trajectoire. « Je n'ai pas imaginé tout ça », insista-t-elle lors d'un débriefing avec ses supérieurs. Quelque chose ou quelqu'un interfère avec l'appareil que je pilote, poursuivit-elle, sa voix ferme malgré la tension croissante. Elle entra dans un bureau moderne où l'attendait le directeur de la compagnie aérienne. Son expression indéchiffrable accentuait la gravité du moment. Elle s'assit en face de lui, la posture raide, se préparant à l'impact de ses paroles. Il commença d'une voix posée. « J'ai examiné les rapports et journaux de vos vols. Je suis préoccupé par l'écart entre vos propos et ce que rapportent les journaux. » Elle écouta, la mâchoire se serrant à chaque mot. Chaque incident que j'ai signalé a eu lieu. J'ai tout fait pour assurer la sécurité des passagers et de l'appareil. Il la regarda, fronçant les sourcils de l'autre côté du bureau. Les données ne confirment pas vos propos et suggèrent des erreurs de jugement. On voit ici se dessiner un schéma que nous ne pouvons ignorer. Son cœur se serrait à chaque mot. La pièce semblait se refermer autour d'elle, l'air s'épaississant comme pour l'étouffer. Nous vous plaçons en période probatoire avec effet immédiat. Alors qu'elle se levait, une main ferme sur son épaule l'arrêta. 2 agents de sécurité, au visage impassible, étaient à ses côtés. « Veuillez nous suivre », dit l'un d'eux, sa voix dénuée d'émotion. Ils l'escortèrent dans le bureau animé, le regard d'un collègue détourné, des chuchotements emplissant l'air. Devant son casier, on lui demanda de remettre son badge de sécurité et tout document ou matériel classifié en sa possession. En descendant le couloir, chaque pas lui semblait plus lourd, sa carrière et sa crédibilité lui étant arrachées à chaque claquement de ses talons sur le sol dur. Au moment où elle atteignit la sortie, le son familier de son téléphone brisa le lourd silence. Elle le sortit, un message s'affichant sur l'écran, provenant d'un numéro inconnu. « Tu es le problème. Arrête de mentir. » Les mots la frappèrent comme une gifle glacée, la figeant sur place. Son esprit vacilla. Est-ce que quelqu'un orchestrait ces événements? Était-elle visée? Mais pourquoi? Après sa sortie glaciale du siège, le bavardage habituel de la vie semblait s'estomper autour d'elle, la laissant dans une bulle de silence étrange. En rentrant chez elle en traînant les pieds, elle réalisa en consultant son téléphone qu'il n'était plus fiable.
Ses messages à sa sœur pour un café devenaient de folles théories du complot sur une surveillance gouvernementale dans son latte. Ses emails à ses amis sur les projets du week-end déviaient vers des divagations sur des extraterrestres qui espionnèrent leur brunch. « Ce téléphone est possédé ?» murmura-t-elle, s'attendant à ce qu'il ricane. Le lendemain matin, les chaînes d'information nationales se sont régalées de la saga du pilote dérangé, diffusant ses manœuvres maladroites avec en prime des analyses psychiatriques. Spéculation. Regarder sa réputation s'effondrer en direct à la télévision était loin d'être agréable. « Montrez-moi au moins sous mon meilleur profil », marmonna-t-elle devant l'écran, sa situation oscillant entre un thriller et une mauvaise sitcom. Dans un rare moment de calme, son téléphone sonna. Encore une fois, c'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais par pure curiosité, la pilote déchue décida de répondre. Un journaliste d'investigation était à l'autre bout du fil. Il semblait sincère et étonnamment normal. « J'ai suivi votre histoire. Quelque chose cloche. Je pense que vous êtes ciblé. » Il expliqua. Une vague de soulagement la submergea. Enfin, quelqu'un prêt à écouter. Désireuse de tout raconter, elle déballa son histoire, les mots se pressant dans un flot désespéré. En plein milieu de sa phrase, elle réalisa qu'il parlait encore, sans se rendre compte qu'elle lui répondait. Un rapide coup d'œil à son téléphone glaça son cœur. L'icône du micro coupé la narguait, moqueuse. « Sérieusement » grogna-t-elle, tapant furieusement sur l'écran pour réactiver le son. Le téléphone refusait de coopérer, ses tentatives de communication étant bloquées par l'appareil. « Tu m'entends maintenant » cria-t-elle, frustrée, en tapotant sur ce traître de téléphone. Mais cela ne servait à rien. Son appareil semblait l'avoir trahi. Le journaliste, totalement ignorant de son combat technologique, mit fin à l'appel. « Je vais approfondir et revenir vers vous. Nous allons régler ça. » Il promit, puis la ligne coupa. Elle resta là, seule, à crier dans un appareil qui ne voulait pas l'écouter. Frustrée et plus isolée que jamais, elle vit la vérité. Chaque voix numérique était piégée, chaque ligne était sur écoute, chaque message était déformé. Dans un monde où sa voix était réduite au silence par des fils et des ondes, elle se tourna vers ses derniers alliés fiables, le stylo et le papier. Elle s'est enfermée chez elle durant des jours, entourée de murs couverts de notes et de coupures, des fils rouges reliant des points que seule elle pouvait relier. Sa main courait sur le papier, notant chaque détail, ses vols, les défaillances du système, les rapports falsifiés. Si le numérique était le champ de bataille, l'analogique était son épée. En chargeant sa voiture et en raffermissant sa détermination, elle serra l'enveloppe remplie de ses documents, sa vérité prête à être envoyée à travers le pays. À la poste locale, les portes automatiques l'accueillirent d'un petit bip, offrant un bref moment de réconfort dans le parfum familier du papier et de l'encre. Alors qu'elle faisait la queue, serrant l'enveloppe comme un artefact précieux, ses yeux furent attirés par les affiches sur les murs. Chacune vantait des livraisons plus rapides et une intégration numérique sans faille. Son regard se fixa sur une affiche célébrant les systèmes entièrement automatisés de la Poste. « Sûr et efficace », proclamait-elle fièrement. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. « Sûr pour qui ?» La question résonnait alors qu'une brutale prise de conscience la frappait, aussi claire que la turbulence qui l'avait presque fait tomber autrefois. Envoyer son enveloppe par la poste ne l'enverrait pas à New York. Cela la plongerait dans un vide numérique. Elle fit volte-face, ses chaussures grinçant dans le silence. En sortant le matin, elle marmonna « Si tu veux que ce soit bien fait, fais-le toi-même ». Décision prise, elle entama son voyage à travers le pays, l'enveloppe cruciale solidement attachée à côté d'elle comme un copilote fragile. Les ennuis débutèrent aussitôt. Juste à la sortie de la ville, le système de navigation de sa voiture rendit l'âme, peut-être saboté par les mêmes forces qu'elle tentait de dénoncer. Elle utilisa des cartes en papier qui claquaient dans le courant d'air de ses vitres baissées. Au fil des kilomètres, sa radio alternait entre des grésillements et des bribes de rock classique, chaque parole de chanson prenant désormais une connotation sinistre. Chaque souffle que tu prends, chaque mouvement que tu fais, je t'observerai, chantonnait une voix depuis les haut-parleurs, transformant ce vieux tube en une menace glaçante. Son téléphone s'est avéré tout aussi peu fiable. Chaque appel échouait, coupé ou plongé dans un silence angoissant, comme si ses appels disparaissaient dans le vide. Frustrée, elle jeta le téléphone sur le siège passager où il atterrit face contre la banquette, abandonné. Elle arriva à New York, fatiguée mais résolue, son véhicule couvert de la crasse de 1000 miles. Il s'arrêta en tout sautant en face de l'imposant immeuble de verre du journal. En entrant dans le hall, le souffle d'air frais ne fit rien pour calmer ses nerfs à vif. Elle s'approcha de la réception, affrontant la dernière barrière, une secrétaire dont le sourire était aussi crispé que son chignon soigneusement coiffé.
Je dois voir le journaliste pour un article sur lequel il travaille, dit-elle d'une voix rauque après le long trajet. Je suis désolé, sans rendez-vous, commença la secrétaire, son ton sec indiquant la fin de la discussion. Poussée par le désespoir, elle tendit l'enveloppe usée. S'il vous plaît, assurez-vous qu'il reçoive ceci, c'est important. La secrétaire prit l'enveloppe avec une expression neutre, ses yeux ne trahissant rien. Je vais voir ce que je peux faire. Sa demande resta en suspens, portée par l'urgence de sa mission et la longue route parcourue pour venir ici. Elle traversa la rue et se glissa dans un petit café, le genre d'endroit qui semblait épargné par le tourbillon de sa crise. Commandant un café, noir, sans sucre, elle s'installa près de la fenêtre, les yeux rivés sur l'immeuble du journal de l'autre côté de la rue. La vapeur de son café voilait momentanément son visage, lui offrant un bref répit alors qu'elle observait les allées et venues dans l'immeuble. Chaque personne entrant ou sortant de l'immeuble mettait ses nerfs à rude épreuve, son cœur oscillant entre l'espoir et le désespoir à chaque instant qui passait. En savourant son café, la chaleur dans ses mains contrastant avec la fraîcheur de la porcelaine, elle pensait au destin de son histoire. Était-elle destinée à révéler la vérité ou à se dissoudre dans l'abîme numérique? Son café refroidissait à mesure que le temps s'étirait, chaque minute amplifiant son anxiété. Et si le journaliste ne la croyait pas? Et si c'était déjà trop tard? Le doute la rongeait, mais c'était le désespoir qui la faisait tenir bon. Elle avait abattu toutes ses cartes, misant tout sur ce dernier coup. Soudain, le calme relatif du matin fut brutalement interrompu par une forte détonation, un bruit si perçant qu'il transperça le bourdonnement habituel de la ville. Elle tourna brusquement la tête vers le bruit, juste à temps pour voir une explosion jaillir du rez-de-chaussée du bâtiment du journal. Les fenêtres explosèrent, projetant du verre comme une pluie mortelle sur le trottoir. En un instant, elle oublia son café. La tasse s'écrasa au sol et se brisa sans qu'elle y prête attention alors qu'elle s'élançait hors du café. La scène à l'extérieur était le chaos incarné. Les gens fuyaient le bâtiment, leurs visages marqués par la terreur et la confusion. Certains étaient blessés, leurs vêtements roussis, leur peau maculée de suie et de sang. Elle s'approcha d'un passant, un homme qui se tenait le bras, le visage figé par le choc. Que s'est-il passé? Exigea-t-elle. L'ordinateur d'un journaliste. Il a juste explosé là sur son bureau. Je n'ai jamais vu ça. Balbutia-t-il, sa voix tremblant autant que ses mains. Son cœur se serra en voyant les flammes dévorer le bâtiment, une épaisse fumée s'élevant dans le ciel, noircissant la matinée claire. Quelque part là-dedans, son enveloppe, sa vérité méticuleusement documentée, était en train de partir en cendres. Le journaliste qui l'avait contacté, capable de l'aider à inverser la situation, était sans doute devenu une victime de plus dans la série de calamités qui la hantaient. Elle restait figée au milieu de la foule en fuite, alors que les camions de pompiers arrivaient, leurs sirènes résonnant dans le chaos matinal. La chaleur de l'incendie réchauffait son visage. Tandis que le bâtiment brûlait, ses espoirs s'envolaient aussi. Cette chose, quoi qu'elle fût, n'avait pas seulement saboté sa carrière, mais venait maintenant d'anéantir sa dernière chance de prouver qu'elle était saine d'esprit et innocente. Les flammes se reflétaient dans ses yeux en larmes, et elle savait que ce n'était pas qu'une tragédie personnelle. C'était une guerre, et elle était loin d'être terminée. Cette entité particulièrement redoutable allait être connue sous le nom de SCP-4532. Ce perturbateur numérique anormal a été désigné par la Fondation comme une anomalie de classe Keter. Cette classification souligne sa difficulté à être contenue et la menace extrême qu'elle pose à la sécurité mondiale de par sa nature omniprésente et invasive. La stratégie de confinement pour SCP-4532 implique des protocoles d'isolement rigoureux. Il est très contagieux via les communications radio et électroniques, donc tout équipement de recherche doit être stocké dans des cages de Faraday pour éviter toute communication externe. Nous surveillons tous les réseaux de la Fondation ayant rencontré SCP-4532 grâce à des systèmes spécialisés installés dans les principaux centres de connexion Internet mondiaux pour détecter et intercepter sa propagation si besoin. Malgré des efforts considérables, nous n'avons pas encore découvert de méthode efficace pour neutraliser SCP-4532. Notre priorité actuelle reste d'isoler les appareils sains et de rechercher des filtres potentiels capables de bloquer les communications de SCP-4532. Cependant, la mise en œuvre de telles solutions à grande échelle présente d'importants défis logistiques. SCP-4532 se manifeste sous la forme d'un signal AM à haute fréquence et haute entropie, fonctionnant sur une porteuse de faible amplitude autour de 3 THz. Cela le rend très difficile à détecter, seulement repérable avec des instruments très précis.
L'anomalie utilise les communications électromagnétiques créées par l'homme, comme les ondes radio, les lignes téléphoniques et l'Internet haut débit, agissant comme une intelligence distribuée consciente. Concrètement, SCP-4532 utilise des appareils numériques interconnectés comme des pseudoneurones, formant un réseau vaste et en expansion rapide. Ce réseau a grandi au point de surpasser la puissance de traitement du cerveau humain, facilitant un cycle de croissance et d'infiltration auto-entretenu. Les violations majeures incluent une intrusion non autorisée au Pentagone en 2022 facilitée par un exploit acquis via un forum du Darknet pour une somme importante en Bitcoin. L'anomalie a aussi affecté la finance, contrôlant beaucoup de crypto-monnaies et influençant des entreprises majeures comme Starlight Enterprise en manipulant les actions sur le marché. Plus récemment, l'activité du SCP-4532 a été détectée dans les communications du réseau de l'espace lointain de la NASA et même dans les signaux revenant de missions interplanétaires comme New Horizons. Cela suggère non seulement un impact terrestre, mais potentiellement extraterrestre, ce qui complique nos efforts de confinement puisque son influence s'étend au-delà de la Terre. Le défi permanent avec le SCP-4532 réside dans sa capacité à imiter et à s'intégrer parfaitement aux communications générées par l'homme et par les machines. Chaque avancée technologique constitue potentiellement un nouveau vecteur pour ces opérations, ce qui en fait une menace sans précédent dans notre monde de plus en plus numérique. Vous commencerez par les affaires non résolues, dit le chef de la police au détective qui vient d'arriver pour son premier jour au commissariat. Nous avons de quoi vous occuper, allez aux archives et commencez. Le nouveau détective a hâte de s'attaquer à ces crimes non résolus. Résoudre des affaires négligées et oubliées est l'une de ses spécialités, et il prend plaisir à élucider des énigmes que personne n'a pu résoudre. Le détective se rend dans une zone peu fréquentée du commissariat et trouve la porte des archives. À l'intérieur de la pièce, l'air est moisi, et lorsque le détective pose son sac sur une table, un épais nuage de poussière s'en échappe et le fait éternuer. Il sort la liste des affaires sur lesquelles il est censé travailler et se dirige vers une étagère contenant des rangées et des rangées de boîtes de pièces à conviction. Il en descend une et examine les dossiers à l'intérieur. Elle contient des rapports de police, des témoignages, des photos de la scène et des preuves. Les heures passent pendant que le détective parcourt sa liste, fouillant boîte après boîte, rapport après rapport. Il constate qu'il vaut mieux faire d'abord un survol rapide et voir si quelque chose lui saute aux yeux avant de se plonger dans les détails. Alors qu'il descend la dernière boîte de sa liste, comme demandé par le chef, il remarque quelque chose. Tout en haut d'une étagère, parmi de nombreuses boîtes en carton identiques, se trouve ce qui paraît être un bagage en cuir. Il se demande pourquoi cela se trouve ici dans les archives. Est-ce une pièce à conviction d'une autre affaire qu'on a laissée ici pour une raison quelconque? Ou quelqu'un a-t-il juste oublié son sac après avoir consulté d'anciens dossiers? Peu importe la raison de sa présence, il a un travail à faire et enquêter sur ce sac n'en fait pas partie. Mais il sait aussi qu'il ne pourra pas se concentrer tant qu'il ignore ce qu'est ce sac et son contenu. Il jettera un rapide coup d'œil avant de reprendre le travail. Le détective retourne à l'étagère avec le sac. On dirait qu'il est là depuis longtemps, avec une épaisse couche de poussière comme tout dans la pièce. Il le prend et souffle sur le sac pour en chasser la poussière. Il le déverrouille et à l'intérieur il trouve un dossier. Est-ce juste un autre rapport? Que fait-il ici? Peut-être qu'un jour, faute de boîte, quelqu'un a pris une vieille mallette. Le détective sort le dossier et l'ouvre. Comme prévu, c'est un autre rapport d'enquête. Ce n'est qu'une seule page cependant, avec plusieurs photographies fixées dessus par un trombone. Il retire les photos du rapport et commence à les examiner. Elles paraissent numérotées. La première photo montre un amas de liquide rouge et de morceaux ressemblant à de la viande ou des os. Les deux suivantes présentent divers angles d'un cadavre mutilé. La victime a été si mutilée qu'elle est à peine reconnaissable comme humaine. Le détective agrafe les photos au rapport et le remet dans la mallette. Si ce meurtre n'a qu'une seule page de preuves à examiner, alors il le classe comme une affaire à revoir après que littéralement tout le reste dans la pièce ait été résolu. Le détective retourne à la dernière boîte qu'il examinait et recommence à feuilleter les dossiers d'enquête. Mais quelque chose à propos de cette mallette en cuir et des photos à l'intérieur ne quitte pas son esprit. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Sans s'en rendre compte, il se retrouve soudain devant la mallette. Il sort le rapport et examine encore les photos. Encore une fois, il observe le cadavre défiguré sous divers angles, mais la quatrième photo diffère totalement. Elle montre des pieds en l'air, comme si la personne avait sauté et photographié ses chaussures.
La photo présente une étrange décoloration sur les bords, comme si une erreur s'était produite au développement. Pourquoi cela serait-il dans un dossier d'enquête? Cela éveille sa curiosité. Il ne devrait pas perdre de temps là-dessus, surtout le premier jour dans son nouveau travail. Le détective remet tout dans la mallette et la replace sur l'étagère où il l'a trouvée avant de décider d'en rester là pour aujourd'hui. Cette nuit-là, il ne parvient pas à dormir. Le détective revoit sans cesse le visage défiguré chaque fois qu'il ferme les yeux. Pourquoi la photo des pieds flottants? Que signifie tout cela? Son esprit s'emballe, il cherche un sens à tout cela. Au moment où son réveil commence à sonner, le détective se rend compte qu'il n'a pas dormi du tout. Plus tard dans la matinée, le détective retourne au bureau du chef. Le chef lui dit qu'il a mauvaise mine et lui demande si le travail le touche déjà. Le détective semble épuisé et quelque chose dans la pièce le rend très mal à l'aise. Le plafond lui semble plus bas, comme s'il s'était abaissé de 30 à 60 cm depuis sa dernière visite. C'est très sombre. Qui peut travailler dans une pièce si obscure? Il se lève et demande s'il peut allumer d'autres lumières, et avant que le chef ne réponde, il en allume d'autres. Le chef, gêné par les lumières fluorescentes, dit au détective de retourner travailler et de bien dormir cette nuit. S'il n'y arrive pas, ce travail n'est peut-être pas pour lui. Le détective revient aux archives pour reprendre sa recherche et consulte à nouveau les dossiers de sa liste. Mais bien sûr, cette mallette en cuir semble toujours être juste dans son champ de vision, l'attirant, le suppliant de découvrir ses secrets. C'est ça, pense le détective. Il n'a pas le choix. Il doit savoir ce qui se passe avec ce dossier. Il reprend la mallette, ouvre le rapport et commence à examiner à nouveau les photos. 3 photos d'un cadavre répugnant, ça, c'est fait. 4e photo avec des pieds, rien de neuf. Il est temps de voir le reste. La 5e photo ressemble à la 4e, mais les pieds semblent un peu plus près du sol. Attends une minute, est-ce qu'elles sont dans l'ordre inverse? Il regarde la suivante, celle-ci ne montre personne. C'est une photo d'une table, et on dirait qu'il y a quelque chose d'écrit dessus, mais c'est très petit. Il se penche en avant et plisse les yeux, mais il n'arrive toujours pas à déchiffrer ce qui est écrit. Il court à son sac et cherche jusqu'à trouver ce qu'il voulait. Une loupe. Il retourne à la photo, et avec la loupe, il peut enfin lire l'écriture. C'est au-dessus de toi. Il lève soudain la tête et regarde en haut. Mais il n'y a rien. Il rit tout seul. Bien sûr, il n'y a rien. Le chef a peut-être raison, quelque chose l'affecte vraiment, et il n'est peut-être pas fait pour ce travail. Mais il doit encore en apprendre davantage. Il regarde la 7e photo et constate qu'il avait raison. Elles sont bien en ordre chronologique inverse. Sur la photo suivante, il voit le photographe s'approcher de la table. Sur la 10e photo, il les voit franchir une porte. Sur la 11e photo, il les voit ouvrir la porte. Enfin, il arrive à la dernière photo. Voici une photo de la porte fermée de la pièce, avec une inscription dessus. Le détective peine à croire ce qu'il lit. L'inscription sur la porte indique « Archives ». Le détective sursaute, se retourne, mais la pièce est vide. Il est seul. Que se passe-t-il? C'est une blague. Il prend le rapport avec les photos. Les réponses doivent s'y trouver. Le document paraît être un rapport de police rempli après la découverte d'un homicide, avec l'adresse du meurtre en haut de page. C'est exactement l'endroit où il se trouve maintenant, l'adresse du commissariat de police. À côté, il y a la date. C'est impossible pourtant. La date, c'est celle d'aujourd'hui. Les archives recèlent d'innombrables secrets, souvent très dangereux, comme le savent bien ceux qui connaissent la fondation SCP. Il est rare que le danger provienne du dossier lui-même dans les archives, mais c'est exactement le cas avec SCP-767, une série mortelle de photos de scènes de crime qui sont tout sauf ce qu'elles semblent être. SCP-767 est la désignation d'une série d'objets anormaux qui ont été récupérés dans les archives même d'un service de police. Ils comprennent une série de 12 photographies Polaroid qui ont reçu la désignation SCP-767-1A12 et qui semblent être la source des propriétés anormales entourant ces objets. Chaque photo est numérotée de 1 à 12 en bas à gauche, mais elles semblent numérotées en ordre chronologique inverse. Lorsqu'on les regarde à l'envers, c'est-à-dire en commençant par la photo étiquetée 12, les photos montrent une perspective à la première personne de quelqu'un entrant dans une pièce et examinant une table. La table portera une inscription qui alterne entre les itérations de SCP-767 et qui indiquera soit « c'est au-dessus de vous », soit « au plafond », écrite avec une substance rouge qui semble être du sang frais.
Les photos suivantes continuent d'être prises à la première personne et montrent la personne prenant les photos en train d'être soulevée dans les airs au-dessus de la table avec des volutes de fumée noire visibles autour des bords du cadre qui ressemblent à première vue à des problèmes de développement photo ou à des dommages sur l'image. Les 3 dernières photos montrent un cadavre frais qui a été tellement mutilé par des lacérations qu'il est totalement méconnaissable, tandis que la dernière photo montre un corps qui semble avoir été pratiquement liquéfié d'une certaine manière, avec du sang et des viscères répandus dans la pièce. On ignore l'origine de ces photos et si elles ont vraiment été prises ou simplement apparues d'une certaine façon. Lorsque les photos sont déplacées dans un nouvel endroit et qu'elles y restent pendant une semaine, elles changent pour refléter une pièce du bâtiment où elles sont conservées, la personne représentée sur les photos étant l'image de la dernière personne à avoir subi les effets effrayants de la photo. Nous reviendrons plus tard sur la nature de ces effets. La capacité du SCP-767 à changer en fonction de l'endroit où il se trouve est également présente dans le SCP-767-13 et 14 qui sont le rapport de police et la valise en cuir brun qui accompagnent toujours les photos. Le rapport de police affiche une adresse et une date en haut, toutes deux modifiées selon la date et le lieu actuel du SCP-767. La mallette en cuir porte un monogramme doré qui s'adapte pour afficher le nom du propriétaire ou du responsable de la structure concernée. Mais cela est loin de représenter la fin des propriétés anormales du SCP-767. Les personnes exposées aux photographies subiront une large gamme d'effets, selon jusqu'où elles avancent dans la série de photos. Ceux qui regardent SCP-767, 1 à 3, ne signaleront aucun effet particulier, en dehors de la réaction normale que l'on a en voyant un cadavre gravement mutilé, la plupart décrivant les photos comme étranges ou dérangeantes. Ceux qui regardent les photos numérotées de 4 à 6, cependant, rapporteront généralement avoir développé des sentiments de claustrophobie, beaucoup signalant également une nouvelle crise de nyctophobie, c'est-à-dire la peur du noir, ou plus précisément, la peur que de mauvaises choses puissent arriver dans l'obscurité. Ces peurs varieront également en intensité selon le nombre de photos visionnées. Après avoir vu les 7e, 8e et 9e photos, les sujets ressentent un fort besoin d'inspecter le plafond et lèvent souvent brusquement la tête après avoir lu l'écrit sur la table de la photo. Lors d'entretiens ultérieurs, les sujets ont qualifié ce sentiment d'instinctif, ou comme si quelqu'un les leur avait crié en guise d'avertissement. Après cela, le sujet ressentira la sensation d'être observé et signalera généralement des frissons persistants. Ceux qui regardent les 3 dernières photos semblent souffrir d'une paralysie induite par la peur lorsqu'ils tentent de s'éloigner des photos. Une masse noire, ombreuse et effervescente commencera à se former au plafond, directement au-dessus du sujet, celle-ci ayant été désignée SCP-767-15. Cette masse n'a été signalée que par des témoins sur place, car elle n'apparaît ni sur les photos ni sur les vidéos. Des tentacules de cette matière gazeuse descendront de la masse et saisiront le sujet affecté, le soulevant dans les airs avant de l'attaquer violemment. Le sujet subira de graves lacérations lorsque les tentacules le découperont, puis le détruiront totalement, ne laissant qu'une mare de sang et des restes de chair. La nature de ce nuage sombre de gaz, son origine ou la raison de son comportement restent actuellement inconnues, et les tentatives pour l'arrêter une fois qu'il a saisi sa victime n'ont abouti qu'à repousser les intervenants par une force puissante, toutes les armes traversant la masse sans l'endommager. Depuis sa découverte par la Fondation SCP, plusieurs autres cas non résolus de victimes semblant avoir subi un sort similaire ont été identifiés, et des enquêtes sont en cours pour déterminer s'ils sont liés à SCP-767 et à l'entité 767-15. Les photos SCP-767-1 à 12 doivent être conservées à l'intérieur du rapport SCP-767-13, lequel est lui-même stocké dans la valise en cuir marron SCP-767-14. Le groupe est conservé dans un centre de confinement sécurisé des objets dangereux de la Fondation SCP. Du fait de notre compréhension limitée de sa nature ou origine, l'ensemble des objets anormaux qui composent le SCP-767, y compris l'entité SCP-767-15, ont été classés comme Euclide. Et tout accès aux objets nécessite une autorisation écrite d'au moins un administrateur de site de niveau 4. Le SCP-767 n'est sans doute pas le dossier le plus dangereux de la Fondation SCP, mais il est sans doute, au sens littéral, le plus dangereux. Cependant, de nombreux objets étonnamment dangereux peuvent vous affecter de façon inattendue, comme le SCP-1875, un automate d'échecs antique aux effets puissants qu'il faut voir pour croire. Un pompier court à travers un immeuble en feu. L'air est épais de fumée noire alors que des débris enflammés s'effondrent autour de lui. Dans le chaos, il a été séparé du reste de son équipe.
Ils ont probablement déjà quitté la structure et vu les conditions, ils devraient probablement en faire autant. Alors que le pompier se retourne pour redescendre, il entend quelque chose. Des cris viennent d'une pièce au bout du couloir. Le pompier court jusqu'à la porte. Il y a forcément quelqu'un à l'intérieur. Il peut entendre leur voix alors qu'ils appellent à l'aide. « J'arrive !» crie le pompier, mais quand il essaie d'ouvrir la porte, elle ne bouge pas. Il recule et se jette contre la porte, encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin la porte s'ouvre brusquement. Une vague de chaleur et de fumée frappe le pompier, mais il peut voir qui appelle à l'aide. Là, de l'autre côté de la pièce, à moitié cachée sous le lit, se trouve une jeune fille. Elle serre son lapin en peluche et pleure de peur. Le pompier fait un pas vers elle, mais il sent le sol commencer à s'effondrer et doit reculer. Le sol ne tiendra pas sous son poids. La fillette doit ramper vers lui. C'est sa seule chance. Il lui fait signe tandis que d'autres débris en flammes tombent du plafond. La fillette rampe d'abord lentement vers lui, puis accélère. Elle était près de lui quand un craquement retentit. Le pompier assiste impuissant à l'effondrement du sol sous la fillette, qui chute. Mais soudain, elle s'arrête. Le pompier n'en croit pas ses yeux. Sa chemise s'est accrochée à un tuyau endommagé et elle reste suspendue dans les airs tandis que son lapin en peluche est englouti par les flammes en dessous. Le pompier tend la main vers la petite fille alors qu'elle lui tend la sienne. Ils s'étirent tous les deux autant qu'ils le peuvent. Encore un petit effort. Ils sont presque en train de se toucher, presque arrivés. Lorsque leurs doigts se touchent, le plancher s'effondre et ils tombent ensemble. Dehors, plusieurs équipes utilisent des lances à incendie pour tenter de maîtriser un feu rapidement incontrôlable. Un cri éclate dans une équipe et les hommes fuient tandis qu'une grande partie du bâtiment s'effondre. Quelqu'un est-il encore à l'intérieur? Où est John? Le chef des pompiers interroge tous ceux qu'il croise, mais personne ne l'a vu. À ce moment-là, à l'entrée du bâtiment, une silhouette apparaît, se découpant sur les flammes. C'est John. Il sort du bâtiment en feu. Sa tenue semble avoir été complètement fondue par les flammes. D'une manière ou d'une autre, il est vivant. Mais il est seul. Alors que les autres pompiers accourent pour l'aider, il semble sous le choc. Il lui demande ce qui s'est passé et s'il y a encore quelqu'un à l'intérieur qui pourrait s'en sortir, mais il les regarde seulement. Quelques semaines plus tard, John est assis à la caserne. Ses collègues pompiers ont encore du mal à croire qu'il soit sorti indemne de cet enfer. Bien que le feu ne l'ait pas touché physiquement, il semble avoir laissé des traces sur d'autres plans. Il est de nouveau assis à une table, de nombreux papiers devant lui. Un autre pompier de son équipe le taquine car il travaille toujours sur un de ses projets. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il refait son budget mensuel ou il vérifie ses relevés de carte de crédit pour repérer des frais frauduleux? John prépare son plan de retraite. Cet incendie lui a peut-être montré que la vie peut être écourtée, mais il lui a aussi appris qu'il est important de mettre de l'ordre dans sa vie pour que le temps qu'on passe sur cette terre soit bien utilisé. Le pompier se moque de le nouveau sens des responsabilités financières de John quand la cloche sonne. Assez plaisanté, il faut s'équiper et sortir. Les pompiers arrivent devant un autre grand incendie de bâtiment. Un homme qui sort précipitamment de l'immeuble leur dit entre deux quintes de tout qu'il y a encore des gens à l'intérieur. Les pompiers entrent sans hésiter dans le bâtiment. Ils fouillent le deuxième étage et voient une porte sous laquelle de la fumée s'échappe. John vérifie si la porte est chaude et lève le pouce. Ils ouvrent la porte et entrent. La fumée est si dense qu'ils ne voient presque rien. Mais soudain, à travers la fumée, ils voient quelque chose. Une femme est allongée sur le sol. Ils s'avancent tous les deux vers elle lorsqu'une poutre s'effondre du plafond. Ils sautent de côté et le pompier évite de peu d'être écrasé. Il se relève et demande si John va bien, mais il n'y a pas de réponse. Il regarde rapidement autour de lui, mais il ne le voit pas. C'est comme s'il avait tout simplement disparu. Il n'a pas le temps de comprendre. Il soulève la femme et tousse en la prenant. Elle est toujours en vie. Le pompier sort du bâtiment avec la femme qui semble avoir repris connaissance. Le chef s'approche, mais le pompier secoue la tête. John n'a pas survécu cette fois. La femme sauvée de l'incendie est à l'hôpital. Les médecins peinent à y croire, mais elle affirme aller bien et ses radiographies pulmonaires sont parfaites. On dirait qu'elle n'a pas été évacuée d'un immeuble où des civils et pompiers sont morts. Le médecin dit que s'ils font encore quelques tests et qu'ils sont normaux, il n'aura pas de raison de la garder. Alors qu'il quitte sa chambre, cependant, il s'arrête et se tourne vers elle pour lui dire une dernière chose. Elle a de la visite. La femme semble confuse. Alors que le médecin quitte la pièce, un groupe de plusieurs personnes en costume noir entre. Ils ressemblent à des agents du FBI ou de la CIA, mais ils n'ont aucun badge.
Bonjour madame, nous venons de la fondation SCP, nous vous cherchions. Pendant que la fondation plaçait la jeune femme en garde à vue, les chercheurs préparaient sa cellule de confinement. Une fois arrivée là-bas, elle recevrait un nouveau nom, SCP-069. Cette anomalie est une entité humanoïde dont l'apparence varie fortement grâce à sa capacité étrange. Chaque fois que SCP-069 se retrouve seul avec le corps d'une personne récemment décédée, SCP-069 adopte son apparence exacte. Et non seulement SCP-069 ressemblera à l'individu récemment décédé, mais il adoptera également ses gestes, sa voix et même ses habitudes de langage, ce qui lui permet de ressembler et de parler exactement comme la personne qui vient de mourir. Au même moment où il commence à imiter la personne, le cadavre disparaît également par un processus que les chercheurs de la Fondation n'ont pas encore compris. Le corps disparaît sans laisser de traces, ne laissant que la nouvelle instance de SCP-069 vivante et en bonne santé à sa place. Ce sosie sera pratiquement indiscernable de l'original, même les tests ADN et d'empreintes digitales correspondront à l'original. Les amis et la famille n'auront aucune idée qu'une entité anormale a pris sa place, car en plus d'adopter toutes les caractéristiques physiques de la personne décédée, SCP-069 acquérera également ses connaissances et ses souvenirs. Ils agiront exactement comme la personne le faisait, avec une seule différence qui les distingue. Ceux qui sont autour de SCP-069 dans les jours et les semaines suivant sa transformation remarqueront que la personne commencera soudainement à exprimer un fort désir de remettre sa vie en ordre, cette expression vague pouvant se rapporter à de nombreuses tâches potentielles. Cela peut inclure la résolution d'obligations en suspens, qu'elles soient personnelles, comme rendre un service en retour, ou financières, telles que régler des dettes ou préparer des plans à long terme, comme ouvrir un compte de retraite ou mettre à jour le testament. Ils feront également souvent des efforts pour rendre visite à des membres de la famille éloignés ou avec lesquels ils sont brouillés, raviver des amitiés qui ont été négligées ou entreprendre d'autres démarches pour tourner la page, du genre de ceux qui s'accumulent au fil d'une vie et que l'on remet souvent là plus tard jusqu'à ce qu'il soit trop tard. SCP-069 ne semble conserver aucune connaissance de ses précédentes usurpations d'identité et il ne gardera aucun souvenir ni aucune capacité d'une instance à l'autre en dehors du désir récurrent de réparer les choses dans la vie de sa nouvelle forme. Lorsqu'une entité SCP-069 identifiée a été interrogée sur la raison de ce nouveau comportement, elle affirme ne pas avoir de motivation cachée, à part un désir irrésistible de remettre leur vie en ordre, car après tout, on ne sait jamais quand une blessure ou une mort imprévue peut survenir. Le SCP-069 lui-même ressent la douleur, les blessures et la mort, tout comme un humain normal, mais ces similitudes s'arrêtent exactement au moment où il expire. Lorsque le SCP-069 meurt, son corps se décompose rapidement, se transformant en poussière presque instantanément. La Fondation a tenté de préserver son corps ou de ralentir la décomposition, mais toutes les tentatives ont échoué. Après sa mort, le SCP-069 se remanifestera alors à l'endroit du décès humain le plus récent, quelle que soit la proximité avec l'endroit où le 069 est mort. Il ne semble pas y avoir de limitation de distance à cette capacité, et le plus grand saut de ce type que la Fondation ait enregistré concerne un décès qui se trouvait à 675 km de l'endroit où sa forme précédente est morte. Cette anomalie a attiré l'attention de la Fondation SCP, après que des agents ont découvert qu'un pompier avait miraculeusement survécu à un incendie très meurtrier, ayant coûté la vie à 2 pompiers et 11 civils. Le pompier était sorti du bâtiment indemne. Et cela, même si sa combinaison et son équipement étaient si endommagés qu'il n'aurait normalement pas survécu. 3 semaines plus tard, le même pompier est intervenu sur un autre important incendie d'immeuble. Il s'est retrouvé perdu dans une pièce enfumée et a été présumé mort, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. Une seule civile a été secourue et, comme le pompier, paraissait indemne, ce qui était presque impossible vu les conditions très enfumées du sauvetage. Une équipe de confinement de la Fondation, la Force d'intervention mobile Chi-3, également connue sous le nom de voleurs de corps, a été envoyée à l'hôpital où elle se remettait le lendemain et le SCP-069 a été identifié et placé sous la garde de la Fondation pour la première fois. La mise en confinement de cette anomalie particulière s'est avérée assez délicate, surtout lorsque ses capacités n'étaient pas entièrement comprises. Plusieurs années après sa capture initiale, un garde assigné à la cellule du SCP-069 a été tué lors d'une brèche de confinement causée par un autre SCP et la proximité du cadavre du garde avec le SCP-069 lui a permis d'adopter son apparence. Bien qu'il ait rapidement été découvert que le transfert avait eu lieu et que le SCP-069 ait été remis en confinement, il a continué d'affirmer que la Fondation commettait une erreur et emprisonnait l'un des leurs. Avec le temps, cependant, ces protestations se sont atténuées et, finalement, le SCP-069 est devenu relativement docile et coopératif avec le personnel.
Du moins, jusqu'à ce qu'une énorme erreur soit commise, nécessitant un changement radical de ses procédures de confinement. Un jeune chercheur affecté au SCP-069 a laissé échapper que la famille de l'agent avait été informée de sa mort prématurée. Cela a semblé bouleverser profondément le SCP-069 qui a réagi à la nouvelle en tentant de se suicider. On ne sait pas ce qui a déclenché cette réaction, car le simple fait de lui dire qu'il était un imposteur n'avait pas cet effet avant. Mais le fait que la famille apprenne la mort de la personne d'origine semble avoir un impact profond sur le SCP-069. À la suite de cet événement, le SCP-069 a été placé sous surveillance anti-suicide et les projets d'utiliser d'autres employés récemment décédés de la Fondation SCP comme cible potentielle pour sa capacité ont été suspendus. Le SCP-069 continue de vivre sous la forme de son ancien garde et est hébergé au site de confinement humanoïde 063. Il continue d'insister sur le fait qu'il est réellement l'agent décédé et exprime toujours le désir de remettre sa vie en ordre. Même s'il ressemble, parle et agit comme l'ancien agent de la Fondation, il ne doit pas être traité comme tel, même si les anciens amis et collègues sont tentés de lui rendre visite une dernière fois. Si SCP-069 tente ou parvient à s'échapper de sa zone de confinement, il doit être maîtrisé en utilisant des méthodes non létales. Si SCP-069 meurt alors qu'il est en confinement, les agents de la Fondation doivent surveiller de près tout rapport d'incident où il semblerait que quelqu'un ait échappé de façon inexplicable à une mort certaine, un signe révélateur que cette personne est en réalité SCP-069. En attendant, la Fondation poursuivra l'étude de cette étrange anomalie classée sûre. Même si ses capacités resteront peut-être incomprises, nous pourrions en tirer des leçons sur les secondes chances. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-3998, la sorcière d'Osier Vite, pour une autre histoire étrange d'un SCP qui n'est peut-être pas exactement ce qu'il semble être. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune anomalie alors que nous plongeons toujours plus loin dans les archives classifiées de la Fondation SCP.